Sur ITV, la Total Dimanche, un nouveau numéro. Tout de suite, le sommaire avec une interrogation. Qu'attend Macky Sall pour dissoudre le gouvernement et en nommer un nouveau au lendemain des résultats des élections locales? Un remaniement était imminent. Près de 2 mois après, toujours rien. Alors que le Sénégal se projette vers d'autres élections, les législatives, et donc confraternellement, nous reviendrons sur les enjeux et les perspectives d'une nouvelle équipe gouvernementale. Coin Éco évalue les investissements consentis pour un secteur éducatif de qualité. Malgré l'important budget alloué, les maux persistent et chaque année, ce sont pratiquement les mêmes revendications qui reviennent. Il y a alors lieu de s'interroger sur les vrais blocages. Un inspecteur de l'éducation nous aidera à mieux comprendre. Dans la totale de ce dimanche également, la crise en Ukraine envahie depuis une dizaine de jours par la Russie. Il sera question dans Bouillon Culture de revisiter les liens très anciens entre les deux pays. Actualité oblige, ailleurs à nous emmène à Yoff, Djambalay. L'appel de Seydina Limamoulaye a vécu ce vendredi et samedi également. Des milliers de fidèles ont convergé vers Yoff et Cambérène pour commémorer l'événement annuel. Et enfin, dans Tranche de vie, focus sur la fonction de l'imamade au Sénégal, prétexte les propos désobligeants tenus par l'imam Lamine Sall à l'endroit de la communauté chrétienne du pays. Il s'est excusé, c'est vrai, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la responsabilité d'un imam au sein de la société. Bienvenue à tous. Le poste de Premier ministre est toujours vacant depuis sa restauration par l'Assemblée nationale le 10 décembre 2021. L'attente commence à être longue, laissant place à une forte spéculation autour du futur chef du gouvernement. La RADO, par exemple, suit de très près cette situation, ou plutôt cette nomination, espère quand même un Premier ministre consensuel qui sera aussi capable de former un gouvernement conscient des contextes qui secouent le pays actuellement. Notre reporter Abdourahmani s'est justement entretenu avec Sadir Niass, directeur exécutif de la rencontre africaine des droits de l'homme. Regardez. 3 mois après la restauration du poste de Premier ministre, sa nomination tarde toujours. Et pourtant, celle-ci pourrait permettre de régler plusieurs questions urgentes aux yeux du secrétaire général de la RADO. Les questions urgentes, c'est effectivement les questions liées au coût de la vie avec la cherté de la vie, mais également à des urgences liées à des revendications syndicales. On a vu ce qui s'est passé avec le syndicat des enseignants. Pendant 2 mois et demi, ils étaient en grève et on avait buté sur des négociations qui se prolongeaient à l'infini et au détriment vraiment de l'éducation, du droit à l'éducation des enfants. Entre autres revendications, un contexte qui se confond avec celle des prochaines échéances électorales prévues dans 4 mois, le 31 juillet plus exactement, les législatives qui pourraient motiver le chef de l'État à repousser l'échéance. La complexité de la question, il n'est pas très facile de trouver un Premier ministre qui puisse être là de manière stable, tout en sachant que dans 5 mois, le contexte politique, l'environnement politique pourrait changer de telle sorte que le président soit encore obligé de remanier encore son gouvernement. Un gouvernement dans lequel Sadir Niass souhaite retrouver un mixage de technocrates et de politiques qui auront la conscience de démarrer le travail attendu. Et nous nous attendons plus à des personnalités qui sont connues, en tout cas acceptées de tous, mais aussi des personnes ou des personnalités qui soient des professionnels dans le domaine. Ça pourrait aider à faire l'économie des ministres qui viennent pour apprendre, etc. et faire perdre du temps au gouvernement et au pays. Donc, un dosage entre technocrates et politiques serait une bonne chose. Et pourquoi pas d'un Premier ministre consensuel, se demande Sadir Niass. Pour le secrétaire général de la RADO, celui-ci aura la tâche d'apaiser davantage le climat politique.
Et nous recevons ce soir donc confraternellement notre confrère du quotidien L'Info, Mamadou Sarr. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adama. Alors, juste après les élections locales du 23 janvier dernier, on vient d'en parler tout de suite dans le sujet d'Abdourahmane. On s'attendait à un remaniement ministériel, cela va bientôt faire 2 mois. Il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce retard dans la formation d'un nouveau gouvernement? D'accord, merci pour votre question Adama. Permettez-moi avant tout d'abord de te féliciter parce que tu viens d'être récompensée du prix de meilleure présentatrice de télévision, de journal télévisé en Afrique. C'est une fierté pour nous de la presse sénégalaise, mais c'est une fierté pour tous les Cestiens. Voilà, donc je te félicite aussi ton confrère Souleymane Niang, Oui. qui a aussi reçu le même prix que toi. Oui. Donc c'est toujours un plaisir de revenir sur ton prestigieux plateau. Merci. Parce que je trouve que la Totale est une émission qui éclaire les Sénégalais. Merci beaucoup. Voilà. Pour répondre à ta question, je dirais que ce qui fait qu'il y a des tergiversations, en tout cas un retard de 2 mois dans la nomination de ce gouvernement, c'est que le président de la République est en train d'hésiter. Je pense qu'il est dans des hésitations, dans des calculs pour former son nouveau gouvernement. Ce qui l'explique, c'est que le président, comme tout être humain, il est obligé aujourd'hui, au regard des résultats des locales du 23 janvier 2023, de se séparer d'une bonne partie de son équipe gouvernementale actuelle. C'était une suite logique. C'est une suite logique. Parce que pourquoi? Parce que quand on fait une lecture des résultats des élections locales, on se rend compte que le peuple, les électeurs ont sanctionné une bonne partie des ministres qui étaient candidats dans beaucoup de localités. Et ces ministres, ces directeurs qui étaient candidats dans beaucoup de localités ont été choisis par le président de la République. Donc, il y a quelque part, c'est lui-même qui endosse un peu cette défaite. Et donc, il a du mal à se séparer de certains ministres qui sont quand même des poids lourds dans son gouvernement. Je pense au ministre du Plan. Autre, il y a aussi le ministre de la Santé. Il y a d'autres directeurs quand même de très grandes entreprises qui ont mordu la poussière. Et donc, le fait de le séparer de ces gens-là, il ne le fera pas de gaieté de cœur. Pas forcément. Bon, la logique veut que quand même, quand on perd des élections, ça veut dire que le peuple, les populations vous reprochent quelque chose. Donc aujourd'hui, en termes de ces ministres qui ont été battus, manquent de façon criarde de légitimité. Et pour mener certaines politiques publiques, il faut quand même être légitime aux yeux des populations. Il y en a aussi qui évoquent, pour justifier ce retard, de gros événements déjà passés, ou plutôt en vue. Il y a eu la CAN, l'inauguration du nouveau stade de Diamniadio, la prise de fonction de Macky Sall à la tête de l'Union africaine, ou encore le Forum mondial de l'eau prévu dans à peu près 2 semaines. Est-ce que ce sont des raisons valables selon vous? Bon, pour moi, Adama, c'est des excuses faciles. Il n'y a pas d'excuses parce que, en l'espèce, de quoi il s'agit? Il s'agit de respecter la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Depuis le 10 décembre 2021, la loi restaurant le poste de Premier ministre qui n'aurait dû jamais être supprimé a été votée en procédure d'urgence. Dès lors, le lendemain, un Premier ministre devrait être nommé. On comprend qu'on était à la veille des élections locales, on peut repousser cette nomination, mais dès lors qu'on a procédé à l'installation des nouveaux maires, le président de la République a le devoir, pour respecter la Constitution, de nommer un nouveau gouvernement à la tête un nouveau Premier ministre. Parce que s'il le fait, en ce moment, il va respecter la Constitution. S'il ne le fait pas, il fait du maté et il viole la Constitution. Et donc, je crois qu'il est le premier à respecter la Constitution. Il a juré de respecter et de faire respecter la Constitution. Dès lors qu'il ne la respecte pas, bon, moi je pense que c'est pas normal. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre scénario, dissoudre le gouvernement et en former un autre et attendre peut-être les élections législatives pour nommer un Premier ministre? Bon, je vais me répéter, mais ce n'est pas une excuse, les élections législatives. Le président a le devoir, parce que la démocratie veut qu'il y a des rituels en démocratie. Donc ça doit se faire avant les élections législatives? Avant les élections législatives. Et de toute façon, il va le faire avant les élections législatives, parce que le président aujourd'hui a besoin d'un chef pour sa majorité. Parce que pour aller aux élections législatives, il faut une tête de liste qui va être la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. En dehors d'un Premier ministre, il ne peut pas, peut-être il peut, à la loterie par exemple, choisir une tête de liste. Mais aujourd'hui, la convenance veut que le Premier ministre soit
la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Qui sera tête de liste? Parce qu'on se souvient, en 2017, c'est le Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui était tête de liste. Donc, le 31 juillet, en juillet 2022 aussi, celui qui sera Premier ministre va être forcément la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Et donc, le président aujourd'hui, vu tous les prétendants qu'il y a dans son camp, bon, je pense qu'il est en train de décider. Il finira peut-être avant la fin du mois de mars de nommer un gouvernement à la tête avec un nouveau Premier ministre pour conduire un peu la majorité à ces législatives. Et pour ce poste de Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de casting, de profil plutôt qui se pose? Ah oui, forcément, il y a un problème de casting parce qu'il y a beaucoup de prétendants et il y aura qu'un seul élu. Bon. C'est ça qui pose problème. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Plusieurs noms sont plébiscités pour ce poste. Quel est votre casting, vous? Bon, moi, je pense qu'au regard de la situation politique de notre pays, parce que quand même, aujourd'hui, on est en mi-mandat. Le deuxième mandat de Macky Sall est en mi-mandat. Il ne reste que 2 ans. Pour finir en beauté, le président a des chantiers. Pour les finir, moi, je pense qu'il doit aux Sénégalais. Parce que le président a été élu en 2012 sur la base de beaucoup d'attentes des Sénégalais, notamment la moralisation de la vie publique, la vie politique, et aussi la dépolitiser un peu certains postes de l'administration. Pour faire tout ça, moi je pense que le président, pour finir en beauté, il est obligé de nommer un Premier ministre compétent d'abord, et aussi surtout avec la crise économique que nous vivons actuellement au Sénégal, avec la hausse des prix, l'économie qui est un peu en tout cas impacté par le Covid, il est nommé un Premier ministre avec beaucoup de compétences en économie. Un économiste quand même qui va remettre l'économie sénégalaise sur les rails pour l'émergence et aussi finir les sentiers qu'il a démarrés en beauté. Donc pour moi, je pense que le poste de Premier ministre étant un poste éminemment politique, mais le président aussi peut choisir un technocrate, par exemple un gars avec un profil économique éprouvé et qui va un peu mener à bien la situation. D'autant plus que le président est occupé par ailleurs au niveau de l'Union africaine où il a un mandat de 1 an. J'ai aussi envie de vous demander en fait ce qui devrait différencier le nouveau gouvernement attendu des précédents, parce que quand on sait que le chef de l'État lui-même a plusieurs fois dénoncé une certaine bureaucratie quand même. Bon, donc le président, il a un slogan qui lui est cher, c'est le fast-track. Donc même le gouvernement qui va venir est très attendu par les Sénégalais, notamment les jeunes. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ce qui caractérise notre pays, c'est que 60% ont moins de 24 ans et ces gens-là sont très pressés. Ils ont beaucoup d'attentes, notamment en termes d'emploi, etc. Donc le prochain gouvernement qui va venir doit être un gouvernement très compétent. Donc des gens qui vont faire des résultats, c'est-à-dire, comme on dit, ils vont signer des contrats de performance, c'est-à-dire ils seront attendus sur les résultats qu'ils vont faire. Et pour cela, moi, je pense que le président a l'obligation de faire appel à tous les filles et fils du Sénégal qui ont des compétences et qui peuvent l'aider. Parce que moi, je considère que ce que Abdou Diouf a pratiqué jusqu'ici, c'est-à-dire faire appel, parce qu'il y a des postes de souveraineté, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, pendant longtemps, a été géré par des gens qui n'ont pas appartenu au Parti socialiste. Donc, la primature a été donnée par Mamadou Lamine Loum, qui n'a pas la carte du Parti socialiste. Donc, le président aussi, pour terminer ces 2 ans qui lui restent, peut choisir des ministres au poste de souveraineté, notamment au ministère de l'Intérieur. Parce que moi, je considère que le président Macky Sall doit aux Sénégalais d'organiser en 2024 des élections transparentes. Et pour cela, je pense qu'il faut détacher le ministère de l'Intérieur du ministère des élections. Wade l'avait fait en 2012. Il y avait un ministre chargé des élections et un ministre chargé de l'Intérieur. Parce qu'aujourd'hui, lui, comme il avait trouvé la situation en 2012, il a le devoir de remettre le processus électoral à l'état où il l'avait trouvé, c'est-à-dire en séparant le ministère de l'Intérieur et le ministère des élections pour des élections transparentes en 2024. Bon, il y a aussi d'autres attentes sur le plan sanitaire. Moi, je pense que cela aussi c'est un défaut parce que la pandémie du Covid a montré que notre système sanitaire est très fragile. Donc, moi, je pense que aussi à ce poste-là aussi, il y a beaucoup de compétences des ressources humaines sur le plan des médecins qui peuvent valablement peut-être faire des résultats dans le court terme. Parce qu'aujourd'hui, quand même,
le président n'ayant que 2 ans, bon, il est obligé de composer avec une équipe efficace. C'est l'efficacité, il est attendu sur le tournant de l'efficacité. Oui. Et pour terminer, nous avons vu lors des élections comment les Sénégalais ont exprimé leur déception, leur ras-le-bol de promesses non tenues. Est-ce qu'il faudrait alors, dans ce cas, dans la formation prochaine du gouvernement, tenir compte de ce déclic? Ah oui, forcément, parce que le président, je pense que c'est un homme averti, c'est un politicien aguerri, donc je pense qu'il a fait la lecture des élections locales, il a été plus sanctionné par la frange jeune de la population qui ont beaucoup d'attentes, notamment en termes d'emploi, en termes aussi d'épanouissement, en termes aussi d'éducation, de formation, etc., etc. Donc tout le monde a vu que ceux qui ont plus d'assaut les urnes le 23 janvier, c'était les jeunes. Donc de ce point de vue, et moi je l'ai toujours dit, moi je pense que les jeunes ont été les grands oubliés du plan Sénégal émergent. Quand vous lisez le plan Sénégal émergent, les jeunes sont totalement absents. Ce que le président est en train de faire avec le programme, c'est du rattrapage. Mais en 2014, les jeunes ont été oubliés dans le plan Sénégal émergent. Il a fallu les événements de mars pour qu'on se souvienne qu'il y a 60% des Sénégalais qui sont oubliés des politiques publiques. Je pense que le président va en tenir compte et peut-être aussi au niveau de son équipe. Il est en train d'ailleurs de faire des aménagements au niveau du budget pour quand même donner plus de place, plus pour satisfaire les demandes des jeunes, notamment en termes d'emploi, surtout en termes de financement aussi. Parce que aussi ce qui est un peu la particularité de la jeunesse sénégalaise, c'est des gens très créatifs. Bon, je pense que ce qu'ils ont besoin, c'est de libérer les énergies et leur donner un peu des financements pour qu'ils puissent un peu faire exprimer leur talent. En tout cas, merci beaucoup Mamadou Sarr, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Info. Encore merci. Merci Adama de m'avoir reçu sur ton prestigieux plateau et merci et félicitations pour ton trophée. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec Coin Éco. Le Sénégal fait partie des pays champions en matière de financement alloué à l'éducation, 25,6%, un peu au-dessus du chiffre recommandé au niveau mondial. Et malgré cela, le secteur bat toujours de l'aile des grèves à répétition pour plusieurs raisons. C'est vrai, mais à cela s'ajoutent d'autres manquements. Et c'est ce que nous allons tout de suite voir avec Aïssatou Kane. L'éducation n'a pas de prix, elle vaut de l'or. C'est ce que le gouvernement semble comprendre. Le budget 2022 du ministère de l'Éducation est arrêté à 636 milliards de francs CFA, soit les 25% du budget national et 6,2% du PIB. Le Sénégal investit beaucoup, mais pas au bon endroit, selon le directeur exécutif de la COSYDEP. Quand on parle du financement de l'éducation, je rappelle qu'il y a 4 dimensions clés qu'il faut surveiller. C'est le volume ou la taille du financement, on est champion, mais c'est aussi la sensibilité du budget. Est-ce que nous avons un budget qui prenne en charge les plus vulnérables, les enfants handicapés, les filles, ceux qui sont dans le monde rural? Sous cet angle, nous devons faire des efforts. C'est ensuite la distribution du budget qui est aussi une dimension importante. Vous avez constaté que durant les dernières années, nous nous sommes rendus compte évidemment que le financement qui est alloué aux écoles est en baisse et ça venait un peu très en retard. Sa distribution en termes de financement et en termes d'investissement et de fonctionnement. Le quatrième élément pour nous, c'est la question de la transparence du budget. Donc la transparence et la réduction de comptes. La tendance à la hausse des dépenses de l'éducation occulte la qualité même de ces investissements. Si près de 80% sont consacrés à la masse salariale au fonctionnement, moins de 3% sont alloués aux investissements, affirme l'expert en économie. Le volume de l'investissement importe, mais a un impact moins. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir maintenant dans quoi vous investissez. Si vous investissez dans le fonctionnement, ça veut dire qu'il y aura du surplace. Mais si vous investissez dans la recherche, dans les innovations, pour prendre la relève. Donc c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, l'État doit encore réfléchir davantage sur savoir comment faire une orientation, n'est-ce pas, de ces enveloppes allouées effectivement au secteur de l'éducation dans son ensemble. Il reste que ces ressources doivent être optimisées afin que le Sénégal puisse être sur le cadran des pays les plus efficients. Il faut aujourd'hui qu'en termes de financement, qu'on interroge les priorités en rapport avec les enseignants et en rapport avec les communautés pour qui, évidemment, on éduque leurs enfants. Deuxième chose,
il faut aussi qu'on puisse réfléchir sur d'autres sources de financement innovants. Puisque nous semblons faire partie des pays champions en termes de volume de ressources injectées, il nous faut aujourd'hui inventer d'autres sources de financement. Nous devons être prêts à avoir des taxes spéciales qui soient dédiées à l'éducation. Le respect des directives de l'UEMOA sur le budget programme avec obligation de résultat permettrait à l'éducation de sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui maintenant, la fonction publique exige effectivement qu'au niveau des dépenses, qu'il y ait une obligation de résultat, c'est-à-dire la performance. Et d'ailleurs, ce qui amène aujourd'hui dans nos ministères à avoir ce qu'on appelle le programme annuel de performance. Chaque ministère doit élaborer un programme annuel de performance et puis maintenant, sur la base de ça, essayer de voir maintenant quels sont les objectifs que vous êtes assignés. Mais je pense que l'État s'était fixé, l'horizon temporelle c'était 2020, on est en 2022. Je pense que peut-être 2022 ou 2023, ce programme sera en application. Il reste à revoir à long terme la portée de ces investissements. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour ce sujet, le financement de l'éducation et les difficultés qui persistent. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Et vous recevez un expert en la matière, un inspecteur de l'éducation, Alioune Ndiaye. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir Adama. Et permettez-moi de vous féliciter par rapport au prix que vous avez remporté, qui fait véritablement la fierté de tous les hommes de presse du Sénégal et par-delà de toute l'Afrique. Parce qu'on parle de la meilleure présentatrice, mais surtout une équipe qui est derrière. Véritablement, oui. Félicitations pour Merci. Ça. Et c'est à vous. Hein. Merci, ça me flatte à ces propos-là. Mais venant d'un inspecteur c'est normal. De l'éducation, doublé également d'un inspecteur d'académie, vous êtes donc un homme du Serail, un homme qui connaît très bien donc, le secteur de l'éducation, qui vient de sortir d'une longue hibernation en raison justement d'un mouvement de grève qui était parti depuis le mois d'octobre et qui vient sans doute de connaître son épilogue. Mais quand on fait un peu le rétrospectif de tout ceci, est-on en droit de se fonder à l'idée que l'éducation est un secteur budgétivore? Effectivement, j'ai traversé un tout petit peu le système. Pour avoir été éducateur préscolaire, ensuite normalien instituteur, professeur aussi parce que j'ai fait un KS, adjoint à l'IDEN de Kédougou à l'époque, mais ex-inspecteur d'académie de Tambacounda, ex-inspecteur d'académie de Kaolack, mais je suis inspecteur de l'éducation, et historien de formation. C'est vrai, en termes d'éducation, on ne peut pas dire que l'éducation est un secteur quand même budgétivore, parce que l'éducation n'a pas de prix. L'éducation a un coût. Et on a l'habitude de dire que si l'éducation coûte cher, c'est l'ignorance. Je vous donne l'exemple du sida. Chaque année, on dépense beaucoup d'argent pour la sensibilisation, pour soigner les gens, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas. On ne peut pas soigner le sida, parce qu'on ignore. Il n'y a que par le biais de l'éducation qu'on peut véritablement régler ces problèmes-là. Donc on ne peut pas dire que quand même l'éducation est budgétivore. Mais si on considère la situation au niveau du Sénégal, on peut dire que pratiquement une grande partie est engloutée par les dépenses d'éducation. Et à ce niveau-là aussi, il faudrait voir qu'il y a des dépenses véritablement de fonctionnement qui pratiquement absorbent la majeure partie du budget, ce sont les salaires, mais il y a peu par rapport aux dépenses d'investissement. C'est un peu les créations d'écoles, c'est les constructions, et vous voyez que souvent, il y a encore des écoles qui sont dans des abris provisoires. Alors, je vous prends au mot, vous parlez souvent de dépenses, mais est-ce que ce mot n'est pas assez corrompu? Il n'est pas un peu statique? En lieu et place, n'aurait pas dû parler d'investissement, qui est un concept beaucoup plus dynamique, qui montre qu'effectivement, on fait rentrer de l'argent, mais on fait gagner également au secteur une certaine performance, et du coup, tout le monde s'y retrouve. Oui, on parle de dépenses, ça c'est un peu le concept des économistes, parce que tout vient du budget. Et quand on parle du budget, il y a les recettes, mais en retour aussi, il faut qu'il y ait des dépenses. Tout ce qu'on alloue donc à l'éducation, on considère au niveau de l'État que c'est véritablement des dépenses. Mais au niveau de ces dépenses, véritablement, il y a une partie qui véritablement sert à payer les salaires. C'est vrai qu'il y a aussi une autre partie qu'on mobilise pour véritablement les infrastructures. Il y a aussi d'autres véritablement éléments qui concernent un peu l'investissement. Alors, à la base, qui va financer l'éducation? C'est l'État, le secteur privé ou peut-être des mécènes, des sponsors? Mais c'est l'État d'abord, parce que c'est l'État qui a la mission régalienne véritablement de gérer l'éducation de son pays.
Mais l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a jamais eu un âge d'or pour l'éducation pour un pays donné, que ce soit les pays en voie de développement, que ce soit les pays développés. Mais il faudrait aussi le concours des tiers, il faudrait véritablement le privé, il faudrait aussi d'autres partenaires. Souvent on parle des PTF qui mobilisent de l'argent, mais souvent par rapport au budget total, ça ne représente même pas 10%. Donc il y a effectivement ces tiers-là qui peuvent apporter quelque chose par rapport au fonctionnement de l'éducation. Mais la première responsabilité incombe à l'État. On sait que l'éducation est une cause presque nationale. Elle est effectivement une cause nationale. Si bien donc que toutes les forces vives justement d'une nation devraient s'impliquer pour peut-être au moins sauver l'éducation. Autrement dit, on a comme l'impression simplement qu'il y a un rapport binaire entre les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les enseignants, et l'État en face. Mais il n'y a pas donc de forces intermédiaires qui elles-mêmes opèrent pour que le système tienne, mais en même temps aussi qu'il donne des résultats performants, brillants, qui permettent sans doute à l'éducation d'avoir un socle. Oui, mais c'est l'État qui doit organiser tout ça. À côté du budget de l'État, mais l'État aussi doit aller voir des bailleurs, parce qu'il y a la communauté internationale aussi qui finance l'éducation. Mais au sein même du pays, il y a de ces entreprises, je peux citer par exemple le cas de la Sonatel, qui des fois créent des écoles quand cette structure privée crée des infrastructures, il y a une partie qui est réservée à l'école. Mais aussi, il y a d'autres partenaires qui peuvent amener leur apport. Il y a aussi les communautés, parce que tout le monde contribue véritablement aux dépenses d'éducation. J'avoue que c'est des dépenses qui sont très chères pour tous les pays pratiquement, mais chaque fois, les gens ne sont pas satisfaits. Il faut des ressources additionnelles qu'il faudra mobiliser pour régler véritablement les problèmes de l'éducation. Et ce sont pratiquement les mêmes revendications, on l'a dit tout à l'heure, qui reviennent tous les ans. Et par contre, on a l'impression que ces revendications sont plus d'ordre matériel que pédagogique. On sait tous ce qui se passe dans les écoles, des effectifs pléthoriques ou encore une baisse de niveau, aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. Alors, comment arriver ou comment faire pour justement tenir compte d'un juste équilibre entre les deux? Oui, bon, ça, je pense que c'est au niveau de la bataille de l'opinion. Souvent, les gens pensent que les revendications des enseignants tournent autour des questions d'argent, mais si vous analysez un peu leur plateforme, mais ils s'intéressent à autre chose. Ils revendiquent des choses par rapport à leur carrière, ils vous parlent de passerelles, ils vous parlent même de résorption des abris provisoires. Ça n'a rien à voir au salaire des enseignants, mais c'est plutôt les conditions qu'ils doivent améliorer pour être performants. Même ces questions qu'on veut isoler des fois, et par rapport à une certaine communication, on veut mettre en mal les enseignants par rapport aux populations, mais c'est un élément qui véritablement influe sur la qualité. Parce que si vous voulez un enseignant performant, il ne faudrait pas qu'il soit précaire dans sa situation. Quand on est hanté par la précarité de sa situation, on ne peut pas être performant. Il n'y a pas que des revendications d'ordre salarial, il y a d'autres préoccupations. Vous entendez parler des passerelles, vous entendez parler de le plan de formation des enseignants qui doivent aller véritablement à l'école normale pour leur stage, pour avoir d'autres diplômes. Ils parlent même des fois de logistique, surtout pour le syndicat des inspecteurs, de l'équipement des inspections de structures en termes de véhicules, de logistique, pour véritablement faire le travail normalement. Alors, il y a un aspect qui est extrêmement important aussi, c'est la disparité des situations et de statuts au sein du corps des enseignants. Si les uns parlent à midi, d'autres parlent le soir. On a comme l'impression qu'il y a une sorte de tohu-bohu au sein donc, du monde de l'enseignement. Oui, est-ce que ces disparités-là ne fragilisent pas d'abord le corps des enseignants? Et ensuite, au plan syndical, il y a ce que les uns redoutent maintenant, qu'il y ait un corporatisme de plus en plus poussé. Ça, c'est un phénomène qui est là, qui est nouveau. À l'origine, on avait des syndicats qui traversaient tout le système. Si vous prenez le cas du Sud-Est, véritablement, c'était les enseignants du préscolaire jusqu'à l'université. Si vous prenez pratiquement aussi l'UDEN, mais il y a des enseignants qui étaient soit de l'élémentaire, soit du moyen, soit du secondaire, ou même des gens qui étaient dans le corps de contrôle ou à l'université. Mais de plus en plus, en apparence, on a comme l'impression qu'il y a une certaine homogénéité au niveau des enseignants, mais véritablement, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Vous prenez les inspecteurs, mais ce qui intéresse les inspecteurs, quand ils revendiquent l'indemnité liée au contrôle et à l'encadrement, mais ça ne concerne que les inspecteurs. Parce qu'un professeur ne fait pas de contrôle, il ne fait pas de l'encadrement. C'est le lieu de dire que nos collègues qui sont aujourd'hui en formation, qui étaient des PS ou des PM, mais forcément, il faut qu'ils migrent vers d'autres syndicats. Cette corporation, elle est là, elle existe, on ne peut pas véritablement le nier. Et c'est valable aussi pour les ingénieurs. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations que les professeurs. Quand on parle de correction au CFE,
et à l'entrée en sixième, ça véritablement, ce sont les instituteurs qui sont concernés. Quand on parle aussi d'IRD, c'est pratiquement les enseignants du moins qui sont concernés par véritablement cette revendication. Alors, à la veille des accords entre le gouvernement et les enseignants et tous les ordres, je veux dire, on a annoncé que peut-être l'État passe de 60 milliards à 90 milliards comme enveloppe dédiée effectivement à l'éducation et à l'ensemble des revendications des enseignants. Mais est-ce que les enseignants, ils savent d'où puise l'État ses ressources? Oui, l'État, c'est en fonction véritablement de ses recettes, mais on peut considérer cette enveloppe aujourd'hui comme vraiment consistante. Mais il faudra contextualiser. Au temps de Diouf, il y a eu des augmentations qu'on pouvait considérer comme historiques. C'est valable aussi pour Wade, quand il y a eu les IRD à 60 000 francs. Aujourd'hui, on parle de 300 000 francs, mais il y a le contexte, il y a le renchissement des prix des denrées, de tout ce qu'il y a autour de l'enseignant, même si on a peut-être 500 000 ou 600 000, mais comparé à une situation de 95 ou 93, vous voyez qu'il faudra véritablement relativiser à ce niveau-là et voir véritablement le contexte. Mais l'État ne peut tirer ses ressources que véritablement des recettes qui viennent et peut-être de l'appui des bailleurs. Mais il y a le contexte qui est là. Souvent même des gens pensent que peut-être l'État n'a pas la volonté. Si, je pense qu'on a la volonté parce que quand on a une lettre de politique, quand on a véritablement des documents de planification, quand on a une vision, on a véritablement la volonté, mais c'est dans la mise en œuvre où des fois il y a des difficultés. Je pense qu'on est dans un pays en voie de développement où tout est priorité. Il faut investir dans tous les secteurs. C'est vrai que je peux considérer l'éducation comme étant véritablement le secteur le plus important. Ensuite, la santé. Parce qu'il faut qu'on sécurise d'abord notre capital humain. On y va à l'éducation. Il y a aussi la sécurité, mais les autres secteurs aussi, quand même, ne sont pas négligés. Et s'il faut prendre en charge toutes ces questions-là, véritablement, ça va être un peu Les difficile. questions de formation technique et de formation professionnelle sont aussi prises en Oui, considération. là aussi, c'est des difficultés. Parce qu'il y en a qui sont au niveau de l'enseignement général. Et ceux qui sont au niveau de l'enseignement général, nous avons les arabisants et les francisants. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Il y en a qui interviennent au niveau des FA et qui veulent des indemnités. Mais vous prenez aussi l'enseignement technique. C'est des enseignants, mais ils relèvent de notre ministère. Avec des fonctions et des occupations qui sont différentes. Vous revenez même dans le corps des inspecteurs. Mais non seulement on peut considérer les grades, les classes et tout, mais il y en a qui ont des fonctions et d'autres qui n'ont pas de fonction. L'inspecteur d'académie, il peut bénéficier d'une indemnité de fonction parce qu'il a une fonction d'inspecteur d'académie. Il a son SG qui peut bénéficier d'une indemnité de fonction parce qu'il a une fonction. En plus d'être inspecteur, il est SG de l'académie. C'est valable aussi pour l'IEF, pour le SG de l'IEF. C'est valable aussi pour le directeur des études au niveau des CRFPE, c'est valable pour le directeur des CFP. Maintenant, si vous allez au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est des directeurs qui sont dans des centres de formation. Vous voyez que c'est un peu compliqué tout ça. Mais j'ai une deuxième question, toujours dans le jardin des enseignants. Une chose est d'être généreux, mais autre chose est d'avoir aussi les moyens de sa générosité. Vous, enseignants, vous faites partie justement de l'élite, en raison peut-être de votre niveau de savoir, parce que voilà, c'est de licence jusqu'au doctorat. Mais vous connaissez également les réalités de votre pays. Pensez-vous que l'État, non seulement il est généreux, mais également il a les moyens de sa propre générosité? Oui, l'État est généreux, mais les enseignants sont les plus généreux au monde. N'est-ce pas? Quelqu'un qui transmet le savoir. Et à chaque fois que, ça c'est Iba Diaye qui le disait, quand nous sommes en mouvement, à chaque fois que l'intérêt est menacé, les gens s'arrêtent parce que c'est des patriotes, ils sont généreux. Mais regardez ce que les enseignants ont fait quand il y a eu cette pandémie en 2019, pratiquement 2020. Mais des enseignants ont pris, des syndicats ont pris même de leur poche pour notamment participer à l'effort pour combattre un peu cette maladie. Donc cette générosité de part et d'autre doit exister, surtout en éducation. En termes d'éducation, il faut être généreux. Quand on est animé par un peu cet esprit pour avoir cette stratégie d'épicier, là, pour voir j'ai mis tant de francs, il faut qu'on enlève, ça c'est pas bien. Oui. En termes d'éducation, on demande de la générosité, aussi bien du part de l'État que des acteurs. Les enseignants sont tout à fait généreux. Est-ce qu'on peut toujours parler de générosité lorsqu'un enseignant gréviste, moi je pense aux enfants en fait, lorsqu'un enseignant revendique quelque chose, peut-être oui pour un mieux-être, on peut le comprendre, mais comment doit-il se sentir, ou comment se sentir justement quand il sait que
son mouvement de contestation cause un tort considérable à son élève qui doit peut-être rattraper des cours ou qui passe un examen. J'aimerais savoir en fait comment se sent cet enseignant-là. Oui, vous savez, les enseignants, ils ne vont pas en grève de gaieté de cœur. Souvent, c'est des rapports avec l'État et c'est aussi leur moyen de lutte. Dans un premier temps, avant de partir, ils déposent un préavis de grève pour dire attention, nous sommes là, nous ne sommes pas contents. Ils attendent un mois. L'État ne réagit pas. Sans réaction, Premier plan d'action, une semaine est partie. Deuxième plan d'action, troisième plan d'action, quatrième plan d'action, cinquième plan d'action, sixième plan d'action, septième plan d'action. 10 plans d'action. Oui. Mais véritablement, c'est l'État qui devait réagir à temps. Dès qu'il y a ce préavis de grève, je pense que l'État doit véritablement essayer de régler ces questions-là. Les enseignants ne partent pas en grève parce qu'ils veulent partir. Le premier outil de travail, c'est l'école. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont dans ce métier et qui ont la vocation. Mais effectivement, ils sont très réfléchis. Ils savent que les élèves aussi, ils ont des droits à l'éducation. Les enfants ont des droits à l'éducation. Et cette fois-ci, quand il y a le gouvernement scolaire au niveau des écoles, des établissements, ont marché pour dire arrêtez, nous avons droit à l'éducation. Je pense qu'il y a une oreille attentive aussi bien de la part de l'État. Ça vous a pas fait mal quand est-ce qu'on mais bien sûr, les élèves qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Bien sûr, mais l'enseignant il est d'abord parent d'élèves. Ce sont ses propres enfants qui sont dans l'école, des neveux, des nièces. Donc véritablement, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je pense que si on traverse cette situation, effectivement, nous l'avons traversée. Il faudra, dans l'avenir, véritablement, mettre des balises pour éviter des situations pareilles. Parce que dans ces situations, on ne peut pas véritablement avoir un enseignement de qualité. Et souvent, nous, notre système est tout le temps perturbé. Et la préoccupation des autorités, chaque année, en début d'année, au niveau de Mbour, ils disent que véritablement, notre premier objectif, c'est de pacifier l'espace scolaire. Mais c'est dommage. Il y a eu l'accalmie parce qu'il y avait tout simplement cette pandémie. Mais chaque année, pratiquement, c'est des grèves, c'est des perturbations. Il y a une situation comme assez ubuesque. Les enseignants sont en grève, mais ils n'hésitent pas sur les moyens pour aller peut-être donner des cours en privé, dans le secteur privé, et même peut-être aussi des cours de renforcement chez certains élèves de familles. C'est le grand problème. Et encore mieux ou pire, c'est selon. Certains se regroupent justement en association et créent des écoles. Est-ce que ces enseignants sont assermentés pour pouvoir peut-être renoncer à créer justement ces écoles? C'est une réalité qui est là. Je vous ai dit que c'est l'État qui a la mission régalienne de régler les questions d'éducation. Mais l'État même encourage le concours des tiers pour satisfaire la demande en termes d'éducation. Imaginez ces habitats spontanés où l'État doit créer des écoles, par exemple à Cambérène ou je ne sais pas, ailleurs où il y a l'extension mais il n'y a pas d'école. S'il n'y avait pas cette initiative privée. Mais je sais que la réglementation est très claire. Le cumul est formellement interdit. Mais malheureusement, c'est pratiquement... C'est illégal. C'est illégal. Mais la loi elle est impopulaire. On ne peut pas l'appliquer au Sénégal. Parce que l'État n'a pas pris ses responsabilités. Et pourtant, l'État dit que l'enfant, avec la loi d'orientation de 2004, a l'obligation scolaire de 10 ans. Il entre en classe de CI, il doit rester jusqu'en classe de 3e. Mais l'État même n'a pas réuni toutes ces conditions-là pour véritablement respecter la réglementation à ce niveau-là. Alors, la dernière question, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé tout à l'heure. Il dit les enseignants, parce qu'ils sont très informés, ils maîtrisent bien la conjoncture. Est-ce qu'ils pondèrent un peu aussi leurs attentes et leur radicalisation quand il est question de poser des revendications? Mais bien sûr, c'est ce qui a prévalu. Peut-être le SAEMS et le QSEMS, ils demandaient beaucoup plus, mais ils connaissent véritablement les réalités, le contexte dans lequel nous sommes. Véritablement, l'État a fait des efforts et finalement, il y a eu cette concession pour essayer de sauver l'année. Et là aussi, chaque fois, on réaménage l'année, le calendrier scolaire, parce qu'on a perdu des heures, mais c'est dans la précipitation, peut-être qu'ils ont pris une lettre circulaire pour dire que oui, on réaménage, mais il faut savoir qu'il y avait un décret en début d'année, c'est le décret 1442 qui portait sur un peu la répartition des trimestres. L'année devait débuter en octobre et s'arrêter au 31 juillet. Si véritablement on doit refaire encore des réaménagements, il faut un autre décret pour remplacer ce décret-là. Voilà, vous l'avez compris, c'est des questions complexes qui ont été expliquées avec beaucoup de simplicité, donc avec beaucoup de pédagogie. Adam. Merci, merci également à Alun Ndiaye, inspecteur de l'éducation. Il est 19h, bientôt 45 minutes. C'est moi qui vous remercie. Et toutes nos félicitations encore. Merci. Merci bien. Et nous allons maintenant observer une courte pause, mais restez avec nous les infos. C'est tout de suite avec Awa Jobsen, le bulletin, et on se retrouve dans une vingtaine de minutes.
Seconde partie de la totale de ce dimanche, après les informations données par Awa Diop Sen. Merci beaucoup. Nous passons à Bouillon Culture, une actualité qui a écrasé toutes les autres au niveau mondial. L'invasion russe en Ukraine, prétexte pour nous intéresser aux liens qui existent entre ces deux nations, la Russie et l'Ukraine. Ces deux États formaient un seul peuple dans un passé récent. Cela explique les nombreuses ressemblances, aussi bien sur le plan culturel que linguistique, que le récit de Boubacar Dieng intitulé « Russie et Ukraine, deux États, une histoire ». Les Russes et les Ukrainiens constituent un seul peuple, un ensemble, disait le président russe Vladimir Poutine. Comme d'autres nations voisines, les deux pays ont un héritage commun qui les unit autant qu'il les sépare. Il remonte au IXe siècle, lorsque Kiev, l'actuelle capitale ukrainienne, était le centre du premier État slave créé par un groupe de Scandinaves qui s'appelait Russe. Ce grand État médiéval que les historiens appelaient Kievan russe est à l'origine de l'Ukraine et de la Russie. Moscou, la capitale russe, a été fondée au XIIe siècle sur ce qui était alors une longue frontière au nord-est. À partir du grand nombre de dialectes slaves orientaux parlés sur le territoire, les langues ukrainiennes, biélorusses et russes ont fini par se développer. Cela explique en partie le fait que beaucoup de citoyens ukrainiens peuvent parler aussi bien le russe que la langue ukrainienne. Au cours des années qui ont suivi, une politique connue sous le nom de russification a interdit l'utilisation de l'étude de la langue ukrainienne et les gens ont été poussés à se convertir à la foi orthodoxe russe pour constituer l'une des petites tribus du grand peuple russe. Mais pendant ce temps, le patriotisme prenait racine dans les terres plus occidentales qui passaient de la Pologne à l'Empire autrichien, où beaucoup ont commencé à s'appeler Ukrainiens pour se différencier des Russes. Mais avec le XXe siècle, la révolution russe et la création de l'Union soviétique ont entraîné leur propre réorganisation du puzzle ukrainien. Sur ce plateau avec nous, Boubacar Dieng qui a signé ce récit. Bonsoir Boubacar. Bonsoir championne d'Afrique. Merci. Et nous allons faire de la géopolitique culturelle sur les relations russo-ukrainiennes, deux peuples jadis unis, vous l'avez dit tout à l'heure, mais divisés par la guerre. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, parce que depuis presque une dizaine de jours, donc, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine. Mais on peut dire qu'il y a des relations donc, bilatérales qui sont là depuis très longtemps. D'ailleurs, je l'ai dit dans mon récit, mais ces relations-là sont devenues un peu complexes depuis l'indépendance des deux États que sont la Russie et l'Ukraine. Et leur indépendance donc, intervient avec le déclin ou bien la chute de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, donc, qui est l'URSS. Donc c'était en 1991. Et depuis lors, donc, ces relations se sont effritées et ça s'est traduit par des conflits. Le premier conflit a été un conflit gazier qui s'est étendu jusqu'en 2014 avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec l'annexion de la Crimée et de Sébastopol aussi, qui étaient des territoires ukrainiens depuis 1954, mais avec la Crimée qui appartient à la Russie. Voilà, donc c'est l'annexion de la Crimée en 2014. Vous avez suivi certainement cette actualité. Et depuis lors, on peut dire que les relations sont effritées. Il n'y a plus cette relation cordiale entre les deux États. Mais il y a aussi un autre conflit qui est le Donbass, qui est un territoire donc, où des gens aspirent à être des Russes, donc sont des rebelles pro-russes, donc qui sont en Ukraine, qui sont épaulés par Vladimir Poutine qui les soutient militairement, mais aussi qui leur a donné leur indépendance et il a même réaffirmé lors de ce conflit qu'il a démarré depuis une dizaine de jours. Et beaucoup ne veulent pas parler de cette affaire en raison justement de sa complexité, c'est ça? Oui, c'est très complexe parce que d'emblée, je devais faire un reportage avec une famille russo-ukrainienne ou bien qui est composée d'un Sénégalais ou bien d'une Russe ou bien d'une Ukrainienne. Voilà, mais ces gens-là n'ont pas voulu en parler parce que c'est très complexe. Personne ne veut parler en ce temps de conflit. Et après, quand le conflit se terminera, les gens pourront interpréter leurs propos à leur guise. Raison pour laquelle ils ont souhaité ne pas s'exprimer là-dessus parce que c'est une question très très complexe actuellement. Merci.
Boubacar Dian, Je vous en prie, merci de Adam. nous avoir permis de mieux comprendre les relations entre la Russie et l'Ukraine, des relations qui, comme vous l'avez signalé, datent d'assez longtemps. Merci, à dimanche prochain pour un autre sujet. Inch'Allah. Et nous enchaînons avec Ayorha, qui nous emmène à Yoff Djammalay. Le nom Laye est une identité des Layennes. Partout au Sénégal, la communauté répond au nom de Laye. Et Seydina Issa Laye, justement, disciple de Seydina Limamou Laye de Yoff, nous décortique ce nom à l'UNSO et Barasso pour le sujet de Ayorha. Laye Marta. Telle est l'identité de la confrérie layenne, un nom instauré par Seydina Limamou depuis son appel. Seydina Limamou, il a appelé les hommes de Dieu. Il s'est dit que c'est lui le prophète Mohammed, ressuscité dans une seconde mission. Donc, mais au début, avant l'appel, Seydina Limamou ne portait pas le nom Laye. Son nom de famille, son nom de naissance, c'est Tchao. Son père se nomme Tchao, Alassane Tchao. Donc son nom de famille c'est Tchao. Et dès qu'il a lancé l'appel, il nous a demandé de délaisser nos noms de famille et d'instaurer le nom Laye. Chose qui apparaît même dans le Saint-Coran. C'est du Coran parce que si vous allez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ba'da bismillahir rahmanir rahim فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Ça veut dire que dès que vous terminez vos rites, vous invoquez Dieu comme vous invoquez vos pères. Le Mahdi a instauré ce nom dans sa famille biologique et spirituelle pour éviter toute forme de discrimination. Pour éviter les disparités sociales, éviter aussi qu'il y ait des problèmes d'ethnie et tout ça. Parce que, comme on le sait au Sénégal, et récemment l'actualité l'a démontré, qu'il y a il y a un certain conflit entre les ethnies et tout. Et c'est pour éviter ces genres de choses que l'imamou nous a enseigné d'instaurer de délaisser nos noms de famille et d'instaurer Laye, parce que Laye ça provient de Dieu. Laye mortal, la marque de fabrique de la communauté layenne, à Yoff, Cambérène et partout au Sénégal, tous les disciples de Mame Limamou répondent par Laye. Le rôle de l'imam dans la religion et dans la société suscite quelques réflexions au Sénégal depuis la sortie d'un imam indexant une autre religion. C'est pour cela que Tranche de vie de ce soir a mis le curseur sur le rôle et la responsabilité d'un imam dans la société et c'est signé Amadou Mardialo depuis Matam. Depuis la révolution des Torodo de 1976, le Fouta s'est noyé dans une religion appelée l'islam. De braves savants ont porté le titre d'Al-Mamiya. Ils détiennent les pouvoirs administratifs et religieux. 3 siècles après, la question d'Al-Mamiya a suscité quelques réflexions, vu la séparation entre les religieux et l'administration. Certains imams nous révèlent qu'il y a 2 types d'imams. ɓuri ɓallade e meɗen ko daratoɗo yeeso juuloɓe ene juula men ɗum ɓurɗen famirde ko woni almami kono wona ɗum tan woni almami. Il y a 2 types d'imams. L'imam qui dirige la mosquée et celui qui détient le pouvoir, la prison, l'administration. On sait qu'il joue un rôle important dans le quotidien des êtres humains. Il a le pouvoir d'autoriser et d'interdire. C'est l'exemple des autorités étatiques. Elles veillent à la sécurité de la population et les orientent sur ce que la loi dit, donc elles ordonnent les populations à faire du bien. Elles ont tous les pouvoirs.
jogitaniɗo yimɓe laamu ko kañum jogii kaso. L'imam qui dirige la prière a le même rôle qu'une autorité étatique. Tous sont obéis par les populations. soko tawi ko almami julnowo o mbiyata mo ɓurɗen andude o darde makko e rendo ko mbiɗen ni ko adi fof yo ga to banggue julde. C'est après que va venir celui qui dirige la prière. Pourtant, lui, il doit répondre aux mêmes normes. Mais la différence est que l'autre a plus de droit. L'imam de la mosquée a un rôle très important à jouer dans la religion. Il dirige la prière, enseigne les bonnes choses et conseille aux populations des choses qui les éveillent, puis les inculte du savoir religieux. Certes, les autorités ont plus de pouvoir, mais l'imam qui dirige la prière ne doit pas se laisser faire, car sa mission est de guider les fidèles vers le bon chemin. Au-delà d'être éducateur, l'imam de la mosquée est appelé à orienter les populations vers le droit chemin, leur enseigner les bonnes habitudes que la religion autorise sans offenser la religion d'autrui. Il est 20h passé de 18 minutes et c'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et je vous souhaite un bon début de semaine. Tout en vous donnant rendez-vous demain pour le 19h45. Bonsoir à tous.